Et là, tu me confirmes un peu quand tu me parles de gestionnaire de patrimoine, on le voit que les 3/4 de ton parc, tu l'as fait dans le but de défisc. Pour moi, il y a 2 points. Il y a l'optimisation de ce que tu as, où il faut essayer d'arrêter l'hémorragie le plus possible. Cette maison, à quel point tu y es sentimentalement attaché pour t'en débarrasser. Moi, mon idée sur cette maison, c'est qu'il faut la vendre, de toute urgence. Bienvenue dans cette nouvelle série Destination Réussite. Cette série, l'objectif, il est extrêmement simple. Vous amener avec nous au sein et au cœur même de nos séances de consulting avec nos élèves, ce qu'on fait, ce qu'on distribue, ce qu'on donne comme valeur à nos élèves, que ce soit lors de consulting privé, que ce soit dans des bilans de commencement de mentorat avec nous pour vraiment les axer vers leurs objectifs, que ce soit des séances de coaching pur et dur sur des thématiques très précises. L'objectif, c'est de vous amener avec nous au cœur de ces séances, sans filtre, en toute transparence, et voir comment ça se passe et comment on arrive à propulser quasiment, voire tous nos élèves. C'est notre objectif. Florian, c'est un gars pour moi qui est ultra sérieux, c'est un mec qui utilise énormément sa tête, on le voit de par ses diplômes, ses études, sa façon de faire, sa personnalité. Je pense qu'on aura un gros challenge à faire sur son mindset. Moi je trouve ça extrêmement important, le mindset pour un investisseur. Souvent on le voit avec tous les élèves qu'on a accompagnés et formés, ce qui coince souvent, c'est que la personne pense qu'il lui faut juste des connaissances très technico-techniques en immobilier pour réussir. Alors qu'en réalité, tant que tu n'es pas bien câblé, que tu ne penses pas forcément dans la bonne direction, souvent c'est ça qui bloque. Et je pense qu'on risque d'être confronté à ça avec Florian, qui a fait déjà beaucoup d'investissements, qui a une très bonne faculté à raisonner, mais il va falloir lui faire prendre conscience qu'il est peut-être pas dans la direction, qu'il a peut-être pas mis la bonne stratégie d'investissement immobilier en place, il l'a plus mis pour gommer son imposition due à son job tout simplement, et non pas des investissements dans le but de mettre au point un patrimoine immobilier qui lui rapporte de l'argent, qui lui génère du cash flow et qui lui permette d'avoir une croissance continue. Donc ça, il va falloir lui faire entendre. Ça, pour moi, ça va être un sacré challenge. Ensuite, on va rentrer vraiment dans de l'optimisation parce que ça, c'est fondamental pour lui. Il a déjà beaucoup de choses. Il va falloir qu'on arrive à optimiser. Il y a des choses qui vont être rattrapables. Il y a des choses qui vont être moins rattrapables. On va voir ce qu'on peut faire avec lui, notamment sur sa résidence principale, etc. Je pense qu'il y aura beaucoup de compromis à faire. On ne pourra pas tout avoir. Moi, mon job, mon rôle, c'est lui implanter la graine et vraiment qu'il prenne conscience au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois, parce que là, on va faire son premier bilan. Derrière, il y a tout le travail qui va commencer en coaching, etc., avec nos différents coachs, où vraiment on va implémenter. Là, aujourd'hui, on va faire un gros bilan de où on a envie de l'amener et quels sont ses objectifs personnels. Mais je pense que ça va être un gros point. Je pense qu'il a les capacités de mener 2 combats en parallèle, c'est-à-dire l'optimisation de son parc et en parallèle, continuer à le faire grossir. Et mon objectif, c'est ça, c'est de le faire optimiser son parc, optimiser sa résidence principale, essayer d'améliorer ses finances de ce côté-là et en parallèle mener le combat sur un prochain invest, mais cette fois un bon invest. Donc qu'est-ce qu'est un bon invest? Sur quoi on va aller? Quel produit immobilier on va aller faire? Quelle exploitation? Est-ce qu'on va partir sur de l'atypique? Est-ce qu'on va partir sur un mix? Est-ce qu'on va partir sur un immeuble? Ou comment? Essayer de le faire cogiter un petit peu ça pour le ramener dans le chemin qu'il est censé prendre s'il veut réussir à monter un parc immobilier vraiment performant. Donc voilà, je pense que ça va être un challenge. Je pense qu'il a largement les capacités, que ce soit financière, en termes de réflexion, de sérieux, d'implication. Il a les pieds sur terre. Ça, c'est un gros avantage. Donc je pense qu'il y a tout à faire avec Florian. Il y a tout à faire. Aujourd'hui, on va bosser sur le cas de Florian. Vu qu'on l'a eu il y a quelques jours en visio pour qu'il nous présente un petit peu sa situation, tu le sens comment toi un peu? Il a faim, Florian il a envie d'avancer, il a déjà fait beaucoup de choses par le passé, c'est un élément très proactif, qui a envie de se développer, qui a envie d'acquérir de l'immobilier, qui a envie d'acquérir de l'actif, qu'il a déjà fait pas mal de choses, donc on est sur un profil qui sera moteur dans son projet. Je trouve qu'il a un mindset intéressant, tu sens que c'est un gars sérieux. À mon avis, c'est le type de gars qui va venir en chemise, bien cadré, qui fait bien les choses. Je pense qu'il a cette réalité de la vie que voilà, on n'a rien sans rien. D'ailleurs, on le réabordera avec lui, ça va être une thématique, je pense, mais il a déjà beaucoup d'immobilier. Là, on va faire son premier bilan, son premier consulting ensemble, mais il a fait beaucoup d'immo. Je pense qu'il manque de connaissances, notamment fiscales. En fait, il est tombé dans un piège, je ne sais pas si le mot est le bon, mais il a un gros revenu de par son activité. Florent gagne plus de 10 000 € par mois et je pense qu'il est tombé dans le piège de comment je peux amortir mon impôt sur le revenu parce que j'ai des gros revenus. Et en fait, il a fait beaucoup d'investiments, mais beaucoup d'investiments en style
Pinel, Loi Malraux, qui sont des programmes de défisc et surtout de cash flow. Il est en ultra négatif sur toutes ses opérations. Il a plus de 6 biens qu'il a déjà acquis, etc. Moi, la première problématique, et je pense où ça va être, je sais pas justement, ça va être le challenge avec Florian, c'est est-ce que ça va être compliqué de lui faire entendre ça? C'est bien d'avoir essayé de réduire son IR, mais finalement, il réduit un peu son IR, mais derrière, il a un trou en effort d'épargne. Là, on est sur plus de 2000 € d'effort d'épargne mensuel. On parle pas d'un petit épargne de 100 ou 200 balles. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il est aligné avec ça? Est-ce que quand on va lui dire que c'est pas le mieux qu'il ait pu se faire, est-ce que ça va lui le piquer un peu? Ça, pour moi, c'est la première problématique. On sent que ce qu'il a drivé, il a commencé il y a quelques années à investir, mais on sent que ce qu'il a drivé à ce moment-là, c'était vraiment d'aller éponger un petit peu son imposition élevée. Donc il a fait des choix vachement orientés là-dessus. Il a mis mécaniquement un petit peu de côté la volonté d'avoir du cash flow, la volonté de faire des projets rentables. Ça a été mis un petit peu de côté, de par ce besoin impératif d'aller gommer un petit peu son imposition. Voilà, c'est pour ça qu'il nous démarche, etc. On sent qu'il a envie de faire mieux et plus, d'où cet intérêt effectivement de se structurer davantage pour aboutir à ce résultat-là. Je pense qu'il en a conscience. Il se réveille un peu, il en a conscience, ouais. Je sais pas. Il est peut-être sur un début de réveil, c'est pour ça qu'il est venu chez nous. Je pense qu'il va falloir lui faire passer le cap psychologique aussi. Je pense que ça va être super important. Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, ça va être un petit peu le bilan et voir ce qu'on peut faire, ce qu'il est prêt à faire aujourd'hui et commencer à l'amener à penser, à regarder son parc un petit peu différemment, je pense. Il a aussi une autre problématique, tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'était un de ses souhaits et je pense qu'il y a un vrai sujet et je pense même que ça risque d'être le sujet numéro 1 de ce consulting, c'est qu'il a une très grosse résidence principale. Il s'est fait un peu un kiff avec son mari parce qu'après on va aborder aussi la thématique de son mari qui a quand même potentiellement un rôle à jouer ou pas, mais on est sur quasiment 700 000 € d'encours pour la résidence principale. Il a un petit peu craqué, ça fait un peu plaisir, etc. Mais aujourd'hui il a une très grosse mensualité sur sa résidence principale qui mine de rien cumulée aux efforts d'épargne, même s'il compense avec son gros revenu, bah ça fait toujours mal, ça fait clairement toujours mal. Et aujourd'hui il a un souhait de voir justement comment on peut aller optimiser cette RP parce que je pense qu'elle est grande, il nous en dira plus, mais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher de l'exploitation courte durée dedans pour venir un peu éponger le trou de cette mensualité parce que je crois qu'on est sur plus de 3 500 € de mensualité. Ouais. Ça commence à faire un peu. En gros, il y a quasiment la moitié de son revenu. Ça lui laisse un reste à vivre qui est confortable. Mais bon, sur le principe d'avoir la moitié de ce que tu gagnes qui part pour éponger des maisons ou des trous, ça fait un peu mal, quoi. Il a voulu se faire un petit plaisir effectivement sur cette RP, tout en considérant que c'est un investissement, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faudra débattre, quelque chose qu'il faudra poser sur papier. C'est quoi les possibilités qu'on a sur ce bien-là? On en a pour aller optimiser, pour aller rendre ça plus ou moins rentable. On a des possibilités, donc on va discuter avec lui, on va voir qu'est-ce qu'il est prêt à faire, quel est son attachement aussi personnel à cette RP. Ouais, c'est ça. Voilà, titiller un peu là-dessus. Comment on peut aboutir à un scénario qui soit pas trop cata. Ça va être un petit peu l'enjeu effectivement, un des enjeux du moins de ce petit consulting. À mon avis, ce premier consulting va être une optimisation, peut-être une claque psychologique de réveille-toi, voilà la situation, parce qu'il a aussi envie de continuer à scaler son activité d'investisseur, c'est-à-dire qu'il a envie de continuer aussi à acheter. Ça sera, je pense, une deuxième partie de consulting. C'est aujourd'hui, avec ce que tu as dans la situation dans laquelle tu es et où tu as envie d'aller, c'est peut-être pas la situation la plus optimale. Pour l'instant, ton haut revenu a gommé un petit peu tes problèmes de financement, etc. Mais à un moment, ils vont te rattraper si tu as autant de charges. Donc je pense que ça va être de le confronter à la réalité de son parc. Et il n'est pas fermé à l'idée d'investir aussi avec son mari, mais le problème, c'est que son mari, il est à son compte, micro-entrepreneur, il n'a pas encore de bilan. Donc en fait, je pense qu'il a plus l'envie de continuer seul dans le sens où son mari n'est pas une force financière, on va dire au sens propre du terme, énorme. Et je pense que c'est ce qui le contraint à vouloir le faire seul, mais c'est aussi ce qui peut le limiter. En réalité, comme bien souvent c'est le cas, hein, souvent on le voit avec tous ceux qu'on accompagne, ils ont l'impression que c'est purement technique qui leur manque, etc. Alors qu'en fait, souvent c'est un peu la tête qui coince et qui leur met des barrières un petit peu. Et bah écoute, on n'a plus qu'à préparer tout ça et puis on va voir à quelle sauce on peut manger Florian dans le consulting, ce que ça va donner et puis surtout où on peut l'amener un petit peu à améliorer sa situation et puis scaler son parc dans les mois et les années à venir, hein, très clairement. Bonjour, moi je m'appelle Florian, j'ai 32 ans, puis Lavallois, c'est ma ville d'origine. J'y vis et j'y travaille actuellement. Je suis marié et je suis sage-femme depuis 2016 avec la spécialité d'échographiste depuis 2018 et je suis à mon compte en cabinet depuis 2019. C'est quoi ton attente de ce bilan que tu viens faire aujourd'hui? Donc, de mon côté, j'ai déjà plusieurs investissements immobiliers en location
longue durée, avec des choses qui fonctionnent bien, d'autres un petit peu moins bien. J'ai eu plusieurs difficultés dans ces investissements. Et du coup, à ce jour, je cherche à diversifier un petit peu mes investissements, mon patrimoine, et faire des choses qui me plaisent un petit peu plus, un peu plus dynamiques. Donc c'est comme ça que j'ai découvert sur les réseaux sociaux Réel Life. Et plus largement, qu'est-ce que tu attends du mentorat? Un peu à répondre à mes questions, un peu un guide au fur et à mesure de nos rendez-vous, de nos entretiens, pouvoir poser les questions au fur et à mesure. Et puis des aspects aussi techniques que je n'ai pas ou juridiques parce que c'est pas du tout mon travail initialement. Et puis aussi peut-être une cohésion d'équipe avec des personnes qui réalisent la même chose que mes souhaits, donc pour que ça fasse un petit peu un effet positif pour moi et puis une émulescence dans ces projets. On a regardé un petit peu tout ce que tu as fait. T'en as fait des trucs. Avant qu'on rentre un peu dans le détail et qu'on te dise un peu nous ce qu'on a vu et ce qu'on peut faire, redis-nous un petit peu c'est quoi tes priorités là actuellement sur l'ensemble de ton parc, c'est quoi un peu tes propriétés où tu penses qu'il y a les warnings qui sont les plus urgents d'après toi? La rentabilité de la résidence principale, parce que comme je vous disais, c'était à une époque où avec mon mari on gagnait beaucoup d'argent, donc on a un petit peu flambé au niveau de l'achat de la résidence principale. On s'est vraiment fait plaisir. Et en fait, pour tout dire le projet, c'est au moment où on cherchait notre résidence principale 2022-2023. On avait trouvé une autre maison, beaucoup plus grande, de 400 mètres carrés en plein centre-ville de Laval, où on s'était gardé 200 mètres carrés pour nous et 200 mètres carrés pour faire de la location courte durée. Donc tu vois, c'est déjà quelque chose qu'on a en tête depuis quelques années. C'était un gros budget, on ne s'est pas passé à la banque à cause du prêt des parties travaux. On a choisi cette maison qui a été un coup de cœur en la visitant. Mais parce qu'en plus elle était largement sur Laval, centre-ville, mais beaucoup moins que le budget de l'autre. Et du coup, peut-être qu'on s'est enflammé en disant c'est moins cher que l'autre maison, ça veut dire qu'on a le budget, on y va. Et sauf que maintenant, un prêt mensuel il nous coûte 3 300 € par mois. Parce que vous avez quasiment levé 700K sur cette maison. Oui, c'est ça. Total. On a mis 100 000 € d'apport. Le reste, c'est 2 lignes de prêt immobilier. Taxes foncières, énergie, etc. Ça nous coûte beaucoup plus que prévu parce que y a eu des frais supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Ça fait combien de surface? C'est 3 étages de 80 mètres carrés. Nous, on vit principalement à l'étage du milieu qui fait 80 mètres carrés. Tout en haut, l'étage, il y a 5 chambres. C'est vraiment quand on a des invités. Après, on a souvent du monde à la maison. Et le sol qui est semi-enterré, on ne l'utilise pas du tout. T'as combien de surface au sous-sol? 3 fois 80 mètres carrés, donc le sous-sol, c'est 80 mètres carrés. Ah oui, c'est d'accord, il y a le sous-sol aussi. Ouais. Et du coup, on aimerait optimiser notre résidence principale et pourquoi pas faire une partie de la résidence principale en location courte durée. Parce que du coup, aujourd'hui, c'est un petit peu un gouffre financier et c'est quelque chose qui réduit vachement votre qualité de vie finalement, au final, cet aspect par rapport à ce que vous gagnez. Ouais. Deuxième point, c'est la maison à Loiron, ça tourne bien. On pourrait avoir une plus-value assez importante parce que je pense qu'elle vaut entre 200 et 220 000 € actuellement. Il me reste que 130 000 € à rembourser dessus. Donc je pense que ça peut faire un levier d'apport pour du cash flow si elle est vendue, mais le truc c'est qu'il y a des locataires actuellement. J'ai loupé il y a un an les 6 mois avant la fin des 3 ans pour pouvoir... Du coup, tu es reparti sur une tacite reconduction de bail. C'est ça. Okay. Et du coup, peut-être que ils seraient intéressés pour acheter la maison. J'attendais notre rendez-vous d'aujourd'hui pour voir s'il faut que je l'appelle pour lui demander si elle veut faire une offre pour la maison. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, et pour moi c'est le plus embêtant, c'est un de mes appartements à Nantes, rue Courbet. Il va y avoir en gros 3 ans de retard de travaux. Ah oui, ce qui était sorti, c'est ce que tu nous as indiqué comme étant sorti fin 2026 qui est en retard. Oui, alors là du coup l'autre, ça y est, les travaux c'est fini pour la fin de l'année. Celui qui est à Brunelière. Okay. Et en plus lui, je ne l'ai pas encore amorti au niveau du prêt, donc ça va. Et puis il va finir à la fin de l'année, c'est sûr. Mais l'autre, Courbet, là pour l'instant les travaux n'ont pas commencé parce que le promoteur immobilier, il a fait faillite entre-temps, pour dire les choses simplement. Et là du coup c'est en train d'être repris, sauf qu'entre-temps il y avait un ou deux lots de l'immeuble qui restaient à vendre et du coup ils ne sont pas vendus du fait que le promoteur a fait faillite et du coup ça avance pas, sauf que moi mon prêt il est rentré Il est rentré, ça y est, en tu le rembourses. Je le rembourse depuis le mois de juillet là 2025. C'est celle-là, le studio Courbet là. Studio Courbet. Et lui te coûte, c'est ces 2 lignes de prêt là, quasiment un peu plus de 1 000 € mensuels. Quoi. Exactement. Que tu dois avancer et ça c'est commencé, ça y est. Depuis le mois de juillet 2025. Et tu l'as acheté via une structure particulière? Ouais, en fait c'était l'époque où j'ai commencé à faire mes investissements immobiliers et mon comptable il m'a mis en relation avec un gestionnaire en patrimoine
patrimoine. Et c'est elle qui m'a vendu l'appartement par rapport au déficit foncier, la loi fiscale qui est appliquée sur cet appartement-là. Elle m'a fait des tableaux comme quoi sur les 1 000 € de ligne de prêt, entre le loyer et ce que j'allais gagner en impôts sur 8 ans, ça s'annulait. Mais du coup, moi, à l'époque, j'ai pas du tout calculé la rentabilité. Je me suis dit, allez, au global, ça s'annule, mais au final, maintenant, ça me coûte tous les mois. De toute façon, c'est exactement les points qu'on voulait mettre en avant pendant ce bilan. Moi, j'ai envie de commencer sur un bilan de situation un peu global sur l'intégralité de tes invests. En fonction de ça, je pense qu'on va arbitrer le deuxième point, c'est la maison de Loiron. On va commencer à attaquer la RP, qui est quand même un sujet non négligeable. Tu nous dis si on se trompe, mais et là, tu me confirmes un peu quand tu me parles de gestionnaire de patrimoine, on le voit que les 3/4 de ton parc, tu l'as fait dans le but de défisque. Ça se voit même parce que tu as un haut revenu, donc tu te faisais un peu massacrer d'hier, j'imagine. Donc tu as fait tout, c'est pour ça que tu as du Pinel, de la Malraux, c'est que du déficit foncier. Aujourd'hui, on le voit d'après les chiffres, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de cash flow, il y a même un gros effort d'épargne qui est fait. Pour chaque appartement. Pour chaque appartement, là on a compté à la louche, mais tu as plus de 2 000 € d'effort d'épargne mensuel quand même. Oui. Ce qui est pas négligeable, ce qui sort aussi de ton salaire perso, j'imagine. C'est ça. Plus les 3 300 de ta RP. Exactement. Donc tu as la moitié de ton salaire qui part déjà en remboursement. Sur ces biens-là, ce sont des biens qui sont relativement récents, tu n'as pas le droit de les vendre de toute façon pour l'instant. De toute façon, comme il y a le régime fiscal qui commence, je dois les garder pendant 7 ou 8 ans. C'est ça. Donc il n'y a pas trop de levier sur ça. Sur cela, il n'y a pas de levier. Ça, c'était juste pour un peu faire le point. Tu en as conscience que ce n'est pas des forcément très bons invests, mais de toute façon, ils sont là, ils vont devoir courir et il va falloir jongler avec. Ça, c'est important qu'on soit au clair là-dessus. Le point des retards de travaux, de toute façon, tu ne vas pas pouvoir y faire grand-chose d'autre. C'est dans cet immeuble-là, il y a 2 lots qui restent, 2 appartements. Je ne connais pas du tout la situation de Nantes, mais c'est quand même une rue qui est à côté de l'île de Nantes. Je voulais savoir si c'était des lots qui peuvent être intéressants à acheter pour faire de la location courte durée ou si on n'y va pas du tout. Parce que là, sur l'immeuble, tu n'as qu'un appart pour l'instant, donc tu es en copro. Et si tu rachètes les 2 autres, tu aurais tout le bâtiment entier ou il reste encore des lots? Il reste plusieurs lots. Mais c'était peut-être que le fait que tout soit vendu, eux, ils accéléreraient peut-être les travaux. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Parce que ceux qui font les travaux ont un rapport avec ceux qui vendent les apparts? Non. Je pense que ça ne va rien changer du tout. Et c'est quoi le motif de ces retards de travaux, à part que la boîte a fait faillite? La boîte a fait faillite et pour retrouver des repreneurs en 3 ans de différence qui vont faire le même projet au même tarif, qu'il y a 3 ans, il va falloir tirer les prix sur des choses et pour l'instant, ils ont trouvé une entreprise qui a accepté. De s'aligner, Mais ils faisaient l'étude cet été pour pouvoir faire un point au mois de septembre pour voir comment ça allait se lancer après. Donc sur ce bien-là, tu es un peu pieds et poings liés, entre guillemets. Après, acheter les 2 autres, on va y revenir parce qu'on va regarder ta stratégie d'investissement. Toi aussi, tu as envie de continuer les investissements, j'imagine. Oui. Parce que ça, c'est un point, c'est que tu en as, mais tu n'as pas envie de les arrêter. Non. Pour moi, il y a 2 points. Il y a l'optimisation de ce que tu as, où il faut essayer d'arrêter l'hémorragie le plus possible, et en parallèle, mener l'action de continuer à te faire investir. C'est ça qui est important. Sauf qu'aujourd'hui, d'un point de vue relation avec ta banque, tu penses que tu es finançable, tu n'es pas finançable? Comment? Si, je pense avec ma banque principale, le Crédit Agricole. Tu arrives à passer hors taux d'endettement même en étant en nom propre? Oui. Ouais, ok. Après, tu as un très bon profil, donc ça c'est super intéressant. La maison de Loiron, elle est à toi en nom propre? Oui, c'est ça. Seul, t'as pas d'indivision, t'as rien. Non. 90 mètres carrés, donc t'as 300 000 € d'encours dessus quasiment, tu rembourses à peu près à peine 800, c'est ça? Par mois, c'est elle. En gros, il me reste 130 000 € à rembourser. Et il te reste 130 000 à rembourser? Oui, okay. Et je pense qu'elle a été estimée entre 200 et 220 000 € il y a 1 an. Ok, et tu l'avais acheté combien cette maison? En fait, j'ai dû faire un prêt de 160 000, et j'ai dû mettre 10 000 € de ma poche, et j'ai toutes les factures de tous les travaux que j'ai fait, soit moi-même, soit avec des artisans, et j'ai déjà constitué le dossier avec ma notaire si jamais il faut la vendre à un moment, pas que j'ai trop d'imposition sur la plus-value. Et du coup, je pense que si je la vends 200 000, mon dossier, je peux arriver à quasiment une écraser valeur le bénéfice. il n'y aura pas trop d'impôt sur la plus-value. Parce qu'aujourd'hui, donc, elle est meublée cette maison? Non. Elle est en nu? Oui. Ok, elle est en nu et elle est louée. C'est les mêmes locataires depuis le début. Donc tu es en foncier, et donc tu n'as pas amorti tes travaux pour l'instant pour cette exploitation? Non. Ok, donc on peut tout passer à la vente. Donc oui, même si tu vas chercher entre 40 et 60 000 de plus-value, avec les travaux, tu estimes avoir fait combien de travaux dedans à peu près? Je pense de ce que j'ai calculé, on va être l'équivalent de 185, 190 s'il y a tout qui passe. Donc j'ai presque pas d'imposition sur la Si tu as gardé la facture, il n'y a pas de raison que ça passe pas. J'ai toutes les factures et le dossier il est déjà prêt. Il y a 1 an, la question s'était déjà posée de vendre. Aujourd'hui, tu as 780 € de loyer. Avec ce que j'ai appris sur les formations, ça faisait une rentabilité brute que de 4%. Ouais, ça m'étonne pas. Tu loues 780
80 et tu rembourses à 10 € près, tu rembourses la même chose. Donc tu peux déjà être sûr que quand tu rajoutes ta foncière, ton assurance P&O, tes différentes charges, tu es forcément en négatif. Donc si tu es en négatif, en général, ce qu'on dit en investissement IMO, 7% de renta brute, c'est à peu près l'équilibre. Ça dépend des projets, évidemment, des montants, mais en général, c'est une règle. Donc tu sais que quand tu passes en dessous, c'est qu'en général, tu es de ta poche, et quand tu es au-dessus, c'est que tu commences à pouvoir générer un peu de cash flow. C'est grossier, mais grosso modo, ça donne un indicateur. C'est sûr que tu as du déficit. De toute façon, tu multiplies ce que tu gagnes par 12, tu divises par le prix total d'acquisition, et oui, ça m'étonne pas que tu sois à 4% de renta. Cette maison, à quel point, parce qu'il y a toujours ça qui rentre en compte, à quel point tu y es sentimentalement attaché pour t'en débarrasser? Au début, pas du tout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ma première résidence principale, c'était la maison d'à côté. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai acheté cette maison-là. Et ma première résidence principale, je l'ai vendue au bout de 2 ans, et j'ai fait 100 000 € de plus-value que j'ai injecté dans ma résidence principale. Et je pense au début, sentimentalement, comme c'était à côté de ma première maison, je voulais pas du tout. Là, s'il faut la vendre demain, c'est ok pour moi. J'aimerais bien que ça soit les locataires en place qui achètent. Pourquoi? Ils connaissent déjà la maison, peut-être pour faciliter les démarches administratives. Et si je la vends, ça veut dire que ça va être un investisseur qui garde les locataires en place. Et j'ai peur qu'il négocie le prix du fait qu'il y a un bail en cours. Et j'ai peur qu'on soit plus à 200 000, mais à 180. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est smart. Moi, mon idée sur cette maison, c'est qu'il faut la vendre, de toute urgence. Parce que ça va faire une hémorragie en moins. En fait, ça va avoir plein d'impacts. Tu la vends, tu vas récupérer du cash, tu vas récupérer de l'encours, tu vas récupérer l'apport que tu as mis, ça c'est certain. Tu vas récupérer en qualité de vie parce que tu vas aussi enlever ce que tu rajoutes chaque mois sur elle. Parce qu'on a la sensation qu'elle est à l'équilibre entre le prêt et le loyer, mais factuellement, il n'y a pas que le prêt qui coûte un appartement et une maison. Donc forcément, elle te coûte un peu. Alors, c'est pas la plus grosse ligne qui va disparaître, mais elle va te permettre de reprendre un peu d'air. Si derrière, on arrive à optimiser ta RP pour refaire rentrer un peu de cash, on va vraiment drastiquement te redonner de l'air sur ta qualité de vie et sur ton reste à charge à la fin du mois. Et ça va nous redonner de l'air surtout pour aller chercher de l'invest. On va aborder après quel type d'invest on a envie de t'amener. Moi, je pense qu'il faut la vendre. En plus, si on écrase la plus-value qu'on fait, on paiera pas d'impôt ou alors vraiment de façon très minime. Je pense que je vais payer de l'impôt peut-être au maximum sur 15 000 €. Tu paieras pas grand-chose. Donc là, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que si on n'arrive pas à ramener à zéro la plus-value, ce qui restera sera imposé à 36,2 parce que tu es encore dans les 5 premières années. Et ça sera tout simplement 36,2 de ça. De la différence de plus-value. Ça sera pas lié à ta TMI. Donc là-dessus, pour moi, il y aura peu d'impôts ou un léger frottement fiscal, mais ça ira pas chercher bien. Donc là, le calcul que j'ai à faire, c'est le prêt, combien j'avais au début, rajouter les factures que j'ai mis. Il faut tout que tu donnes à ton comptable. Ouais, je calcule tout ça et je vois quelle somme ça fait. En réalité, à ton comptable ou directement à ta notaire. Oui, ta notaire va pouvoir les gère. réintégrer. Il faut que ça soit ta notaire. Ta notaire, elle les réintègre à la vente et te fait le calcul de la plus-value. Et l'autre truc que j'avais fait que je trouvais plutôt intelligent, c'est comme les 2 maisons étaient à côté, il y a certains travaux que j'ai fait sur ma résidence principale où j'ai mis à l'adresse de la maison de location et comme ça je vais pouvoir les passer dessus. Ouais, bien sûr. Par exemple les terrasses, le maçon il a fait les 2 maisons en même temps et du coup je l'ai mis à l'adresse de la maison de loc. Ils vont peut-être pas faire attention à ça. Non, ça passera tout seul ça. Ok, tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Joe? Bon, je pense qu'il faut acter. Il faut acter cette vente-là dans une stratégie globale où on va aller rechercher un petit peu peut-être un peu plus de renta, aller sur des projets un peu plus ambitieux, etc. T'as conscience, ça veut dire qu'il faut, oui, ça, c'est faut faire le passage à l'action. Oui, oui. Ouais. Ça c'est super important. Tout ce qu'on se dit ne prendra sens que si tu passes à l'action. Donc ça il faut vraiment, parce qu'après une vente tu connais, ça va pas se faire en 2 jours, faut trouver l'acheteur, etc. Ce que tu disais tout à l'heure, de toute façon tu es légalement obligé d'aller solliciter ton locataire en place pour la vente. Dans tous les cas, tu dois le prévenir en premier, donc tu as tout intérêt effectivement à lui donner des arguments pour lui donner envie d'acheter. Parce qu'il faut que tu saches que lorsque tu achètes, tu peux congédier des locataires en place en fonction de certains critères. Si tu achètes pour ta RP ou pour mettre des proches, enfants, parents, ça marche. Tu peux jouer là-dessus en disant écoutez, là vous avez la sécurité de rester, je vais y mettre personne, etc. Parce que moi, si demain je la mets à vente et que c'est pas vous qui achetez, je peux pas vous garantir que l'acheteur il vous mette pas à la porte. Alors ils ont un préavis évidemment, ils leur donnent, et puis ça c'est des longs préavis, c'est des préavis de 6 mois, mais dans 6 mois vous êtes parti. Moi je pense que tu as tout intérêt à faire ça parce que de toute façon, comme l'a dit Jordan, ils sont prioritaires. Un locataire quand tu vends est toujours prioritaire pour acheter. Tu dois même lui donner du temps pour réfléchir et il est censé te signer un papier comme quoi il se place pas dessus. Donc là pour moi, s'il y a un bon relationnel, si tu peux lui faire, en fait c'est une négociation, donc c'est de l'argumentaire. Ok, je te fais pas de frais d'agence, je suis cool avec toi, je peux t'aider un petit peu, tu vois, je vais pas te dégager, etc. Tu pourras rester, etc. Tu deviens propriétaire parce que toi ça fait tes affaires, parce que ça veut dire que sinon il faut la mettre en ligne, il faut attendre, il va falloir faire des visites, il y a des contraintes qui peuvent éventuellement s'esquiver. S'il faut passer par là, on y passera, mais ça pourrait accélérer le process. Je pense qu'il faut, là quand tu vas aller la mettre à vendre, il faut que tu ailles voir ta notaire, que tu fasses les calculs de plus-value avec les amortissements qu'on peut réintégrer dedans et voir si elle te dit, je te dis une bêtise,
bêtise, à 200, t'as pas de plus-value, à 210, 220, ça en génère un petit peu, que toi t'hésites à la vendre 200, 220, est-ce que l'un dans l'autre, si tu peux t'arranger à la vendre plutôt que 200 ou 195, est-ce que finalement, avec la plus-value que ça t'aurait déclenché de la vendre plus, entre ça, le temps perdu parce que ça va être resté plus sur le marché, les intérêts que tu vas continuer à rembourser, c'est l'un dans l'autre, des fois, il faut mieux enlever 5000, s'en débarrasser, puis ça se trouve, ça va traîner pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, donc au bout d'un moment, déjà, ça fait 6 mois celui que t'as le plus à payer, donc ça fait 6 mois d'effort d'épargne que tu retrouveras jamais. Ensuite, ça se trouve, tu vas être obligé de te dire, ça marche pas, il faut la descendre, donc finalement, ce que tu aurais pu faire, tu le fais tout de suite. Là, il y a une cartouche à jouer en termes de rapidité, pour moi, c'est important. Moi, je pense que le sujet de Loiron, il est acté. Les autres, c'est en place, ça vaut ce que ça vaut, de toute façon, c'est en place. Pour moi, on peut pas y faire grand-chose, on va pas changer les Pinel, on va pas changer Malraux, c'est en cours, il faut les garder dans 8 ans. 7-8 ans en fonction de depuis quand tu les détiens. J'ai envie de dire, on refera le bilan au fur et à mesure qu'on peut les repasser à la vente un par un. Je pense que là, ça vaudra le coup et encore, faudra voir si on peut dégager et pas être en dévalue. Mais aujourd'hui, ça, on peut pas faire grand-chose. Celle-là, on la vend. Moi, j'ai quand même envie. Est-ce qu'on aborde, tu penses, plutôt le truc qu'on cherche, le futur locatif, ou est-ce qu'on passe d'abord en revue la RP? On va attaquer un petit peu la RP. RP? La RP, il y a effectivement plusieurs façons de l'aborder. L'idée, c'est de faire un hybride entre RP et location. Et ça pose plusieurs questions quand même. À quel point c'est une RP? À quel point on peut aller la diviser? Toi qui la connais, tu vois, typiquement, est-ce que tu as des entrées indépendantes? Là, tu les vois comment, ta maison? Tu penses que tu peux octroyer quel volume en location? En fait, la maison, déjà, elle est bien placée parce qu'elle est proche du centre-ville de Laval. C'est 10 minutes à pied. Nous, la maison, il y a un grand portail, il y a une cour où on peut garer 2 voitures. On a un garage séparé et après, la maison, elle est sur 3 niveaux. Sachant ce qu'on va appeler le sous-sol, c'est un sous-sol semi-enterré. Nous, pour rentrer dans notre maison, on monte quelques marches et on rentre par la cuisine ou par la porte d'entrée. Et c'est vraiment le plateau qu'on va appeler numéro 1, celui du milieu. Ce que tu appelles le rez-de-chaussée au final. Le rez-de-chaussée, là où on vit. Donc on a notre cuisine, salle à manger. C'est vraiment une assez grande pièce où on vit tout le temps, où on reçoit. De l'autre côté, il y a le salon, il y a notre suite parentale où on a notre chambre, notre dressing et notre salle de bain. Il y a la toilette, il y a un placard. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Et au premier étage, on a chacun notre bureau, parce qu'on travaille quand même pas mal à la maison. Et en face, il y a 3 chambres, une salle de bain et des toilettes. Et ce qu'on appelle le sous-sol, actuellement il y a notre buanderie, il y a un espace au milieu qui est couloir et de l'autre côté il y a un grand volume qui est une salle de cinéma qui a été rénovée comme ça par les anciens propriétaires. Okay. Donc il y a un vidéoprojecteur avec des canapés, les consoles, etc. Et dans cet espace-là, il y a aussi sur une dizaine de mètres carrés une cave à vin qui a déjà été faite avec des lumières, avec des verrières qui est très jolie et du coup la cave à vin elle donne sur la salle de cinéma et tout est déjà équipé home cinéma dedans où il y a les enceintes partout dans cette pièce-là. Et après, il reste 2 pièces, ce que j'appelle nous l'atelier, qui est brut de béton sur le sol, brut de parpaing sur les murs, où on stocke... Au rez-de-jardin aussi? Oui, okay. Où on stocke tous nos outils, nos cartons, etc. Okay. Et derrière, il y a encore une pièce, c'est la chaufferie, qui est assez grande aussi, où on entrepose 2-3 cartons, où on a la chaudière. Et la salle de cinéma et la cave à vin, elle a une entrée indépendante sur la cour, et qui n'est pas notre entrée de la maison où on rentre habituellement. Et cette entrée-là, elle est très proche du portail. Donc ce que moi j'avais imaginé, c'est que tout le sous-sol, les 80 mètres carrés, ils soient rénovés pour faire plutôt une location courte durée avec un accès indépendant. Et comme c'est quand même assez bas de plafond, parce que ça fait entre 2 mètres et 2 mètres 10, et ben jouer la carte de ce que j'ai appris en regardant vos vidéos de l'atypique, de se dire ok, il n'y a pas beaucoup de lumière du soleil, voire certaines pièces il n'y a pas, mais on joue la carte de c'est une cinéma room et on y vient pour regarder un film et boire une bonne bouteille de vin en regardant le film, en se servant la bouteille à la cave et ça fait un upsell sur les bouteilles de vin. Et du coup, ce qui reste à faire en travaux, c'est quand même installer une cuisine. Donc j'avais pensé à la place de la buanderie parce qu'il y a déjà les arrivées d'eau. Et là où il y a l'atelier, c'est là où toutes les évacuations d'eau de la maison, elles arrivent. Et du coup, on peut facilement faire une salle de bain et des toilettes ici. Et du coup, la partie que j'appelle chaufferie, la transformer en buanderie, que ça devienne notre buanderie et fermer cette porte-là à clé. Et du coup, c'est notre buanderie pour nous dans la vie de tous les jours, quand on pourra y accéder, parce qu'il faut passer par quand même... faudra passer par le logement. Passer là, mais ça sera aussi l'endroit où on fera les machines et le ménage pour la location de courte durée. C'est comme ça que moi je l'avais imaginé. Et l'autre truc, c'est que nous, dans notre jardin, on a plusieurs espaces terrasses, donc on pourrait en laisser pour un accès pour la location de courte durée. Et on a une grande piscine dans le
jardin. Et du coup, entre mai et septembre, on pourrait dire vous avez le droit d'accéder à la piscine en même temps que vous louez la cinéma room. Quand tu dis entre mai et septembre, c'est parce que sinon, j'imagine, c'est pas la saison, elle est pas opérationnelle, elle Parce est pas qu'elle chauffée, est bâchée. C'est ça. Moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, d'un point de vue administratif et on va dire réglementation, c'est votre résidence principale. Tu connais peut-être la loi des 120 jours sur les résidences principales. T'es au clair là-dessus ou pas? Oui, j'avais demandé à Jordan il y a 2-3 semaines, on avait vu ça ensemble. Okay. Mais ce que j'ai compris, c'est que la loi des 120 jours, si c'est toute la résidence principale qui est louée en entier. Donc là, tu y es pas. Donc ça, tu pourras le louer toute l'année. Parce que tu quittes pas ta résidence principale, tu habites toujours dedans, tu loues qu'une partie. Les 120 jours, c'est quand tu loues toute ta RP. Donc là, c'est pas ton cas, tu vas pas être bridé, parce qu'on considère, et c'est la vérité, tu habites toujours dedans. Donc ça reste ta résidence principale. Donc ça, c'est la première des choses. D'un point de vue avatar client, il y a combien d'habitants sur Laval? J'ai pas regardé. 60 000. 60 000, ok. D'un point de vue de ton avatar client, le mieux c'est de partir sur de la typique, parce que c'est ce qui va générer le plus d'argent. En plus, au vu de la configuration bas sous plafond, un plutôt obscur, si on fait un appartement classique, ça va être un point négatif. Si par contre on fait un appartement atypique, et là si tu me dis que faut réduire les coûts, faut être intelligent, si tu as déjà le système son et que tu as déjà le rétro, alors que c'est les choses les plus onéreuses, mais pour moi le plan là du coup il devient d'une limpidité claire. Il faut aller faire un atypique, 70 mètres carrés, on a la surface adéquate. Si tu veux, moi c'est toujours ce que je dis aux élèves, il faut partir du client. Qu'est-ce que veut le client? Qui est mon avatar client? Là, tu vas venir chercher des gens qui veulent se déconnecter, décompresser, qui veulent passer une soirée. Ils vont pas forcément venir de loin. Tu vas voir, en faisant de l'atypique comme ça, et on va le pousser. Moi, ça m'arrive d'avoir des clients qui viennent, qui habitent à 5 minutes, 10 minutes, tu vois, parce qu'ils veulent décompresser. Tu vois, moi, à titre perso, j'habite à Angers. Ça m'est déjà arrivé de partir à pied, de faire 700 mètres et d'aller dormir dans une superbe love room qui est juste à côté parce qu'elle n'a ce que j'ai pas chez moi, c'est-à-dire un spa, un sauna. Je voulais décompresser parce que j'étais pas parti en vacances depuis longtemps. Donc ça, c'est aussi le type de client que tu vas aller chercher. Il faut avoir une immersion qui soit folle. Ça, c'est fondamental. Si on veut qu'il performe, immersion. Et alors, dans une cinéma room, et si on veut rentrer un petit peu dans le détail pour donner du concret, souvent le défaut qu'on voit chez beaucoup de gens, beaucoup de clients qui viennent nous voir aussi en consulting, je comprends pas, ça fonctionne pas, etc. J'ai fait une love room, j'ai fait, oh mais t'as fait que la pièce principale. La cuisine, la salle de bain, les toilettes, tu les as oubliées. Tu t'es dit, je me concentre sur ma pièce de vie, tout le reste, je le fais pas. Ça, c'est pas bon. Quand tu vas chez Disneyland Paris, moi, c'est toujours ce que je prends, tout est immersif dans le parc. Et t'as l'expérience, c'est-à-dire qu'en plus, tu vas avoir de la stimulation avec les attractions, etc. Moi, c'est toujours ce que je dis. J'aime bien prendre cet exemple. Tu vas chez Disney, tu retires les manèges. C'est immersif, mais tu vas vite t'ennuyer, tu vois. Maintenant, à l'inverse, tu gardes les manèges, tu retires le côté immersif. Bah, c'est une fête foraine, quoi. C'est le combo des deux qui est très important. J'ai déjà réfléchi un petit peu à ça. En fait, dans la salle de bain, vu que ça serait assez grand, je voulais la baignoire balnéo et je voulais un côté comme si c'était une loge de stars avec 2 chaises en mode cinéma, avec des grands miroirs, avec les lumières autour, comme si c'était l'endroit où on se préparait en fait pour le film. On trouvait un fil conducteur par pièce comme ça. C'est super important. T'as une décoratrice ou pas? Oui, en fait, j'ai une de mes patientes qui est architecte d'intérieur et si on validait aujourd'hui, elle passe la semaine prochaine. D'accord, mais immersion complète et expérience client, expérience utilisateur. Donc là, en termes d'expérience client, ça va être bien sûr le système de son. Ça, il est fondamental dans une cinéma room. Il faut absolument que ce soit spa, balnéo, sauna. Il faut absolument que tu aies, pas les 3, attention, au moins un de ces 3-là. Si tu n'as pas un de ces 3-là, le type de clientèle, justement, si on en revient toujours, hein, le fil conducteur, c'est ton avatar client, il va vouloir déconnecter. Donc dans ses recherches, il va cocher spa, sauna. Donc si tu n'en as pas, tu ressortiras pas dans les charges. Et si tu n'es pas vu, tu feras pas le chiffre d'affaires escompté. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Nous, on l'a vu sur le sud troglodyte, 2 sud troglo au début, une qui a un spa, une qui en a pas. Celle qui avait le spa faisait 2 fois plus de chiffre d'affaires. On a fermé, on est reparti en travaux pendant un mois, on l'a remis et c'est remonté. Parce que tu sors pas dans les charges. Donc, parce que les gens veulent cette expérience. Donc ça, c'est fondamental. Et ensuite, après, il va falloir que tu pousses l'expérience au max que tu peux. Si tu peux, je sais qu'avec Fonja, on avait fait ça, ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que sa salle de bain, elle est plus au fond de l'appartement. Mais en fait, une fois que tu es dans la balnéo et que tu tires le rideau, tu vois l'écran. C'est des exemples, hein, bien sûr. Après, là, tu fais avec ce que tu as. De la cave à vin, c'est là j'avais imaginé, c'est quand tu bois ton verre de bon vin ou ton verre de champagne, tu es assis sur un bar et là tu vois l'écran. Ça veut dire que cette cave à vin, il faut l'intégrer dans l'espace cinéma. Je pense qu'il faut jouer avec cette cave à vin. Il faut qu'on puisse l'intégrer, mais il faut que ça soit ultra quali. Donc avoir une grosse piscine, c'est un point fort. Le problème, ça va être actif 4 mois l'année, quoi. Donc à voir si 4 mois l'année, tu veux prendre le temps de modifier l'annonce et de la mettre. Il y a quand même ambiguïté. J'en vois une, c'est que tu vas pendant 4 mois récolter des commentaires piscine. Ensuite, tu vas la fermer. Il ne faudrait pas qu'il y ait des clients qui débarquent au mois de novembre et qui soient frustrés et déçus en disant je comprends pas, j'ai vu qu'il y avait piscine, etc. dans les commentaires et puis moi j'en ai pas. C'est un risque. J'ai envie de te dire, tout se teste. Et puis en plus, elle est de l'autre côté du jardin, elle a plutôt vue sur notre suite parentale à nous, donc c'est un peu moins intimiste. T'en penses quoi? Moi je trouve que c'est pas game changer. Ça peut être risqué. Tu as 2 façons de faire. Soit tu te dis, je la mets sur Airbnb, je mets dans la description noir sur blanc, ouvert de temps à temps, avec le risque, bon, est-ce que ça va être tout en lu? On sait pas. Forcément,
tu vas devoir la déclasser, donc peut-être pas mettre de photos du tout de la piscine dans l'annonce pour pas que ce soit ou la mettre tout à la fin. Deuxième truc, c'est est-ce qu'ils auront la jouissance totale? Est-ce que ça sera privé à 100%? Est-ce que tu la gardes aussi un peu pour toi? Oui, c'est ça. Donc aussi. s'il y a un côté partagé, tu perds toute la valeur de la piscine parce que les gens ils seront peut-être un peu déçus ou ils vont pas profiter pleinement. Donc... Bah surtout quand tu nages avec les proprios. Soit tu es transparent à 100% et tu dis ok, 4 mois l'année c'est à 100% à vous, privé, vous faites ce que vous voulez. Là ça peut avoir une valeur. Si on commence à accumuler un petit peu les défauts, ça peut nous desservir. Puis après, tu as ta contrainte, vous avez votre contrainte avec ton mari. Est-ce que vous avez besoin, en plus de la contrainte de voir des gens quand même passer dans votre cours, etc., est-ce que vous avez vraiment envie de vous rajouter une contrainte de piscine qui n'est pas forcément game changer d'un point de vue financier? Mais par contre, l'avantage d'un bien atypique comme ça, c'est surtout pour la cave à vin, moi j'avais pas que. Cave à vin, faudra réfléchir. Après, c'est ta résidence principale, vous restez sur place, mais vous serez peut-être pas toujours sur place, donc il va falloir réfléchir à comment vendre, chiffrer, facturer le vin. Il va falloir réfléchir à ça. Comment ils font le choix? Parce que, si tu veux, pourquoi je te dis ça? C'est pas comme, tu vois, t'installes, par exemple, tu fais un pack romantique où vous avez une bouteille de champagne, on met des petites pétales, etc. On prépare la suite, 50 €, voilà, il n'y a pas de problème. Une cave à vin, c'est-à-dire que tu vas avoir un choix du multiple vin. Et souvent, en réalité, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens, tu sais, ça fait un peu comme les mini-bars à l'hôtel. Tu dis à l'avance, tu vas pas en prendre. Mais c'est quand t'es devant, tu dis, ah bah tiens, on s'en ferait bien une. Donc là, si t'es pas là, comment ils ont accès à l'intégralité? Comment ils choisissent? Comment ils payent? Tout est ouvert aussi, faut pas qu'on se fasse voler des bouteilles. C'est pour ça, il y a est-ce que tu travailles à la confiance, c'est-à-dire que tout est ouvert, tu connais ton inventaire, tu le suis, tu mets des prix aux bouteilles et tu dis bah voilà, vous laissez ça. Ou après, tu peux aussi, bien sûr, on le mettra sur Airbnb, voici le choix, c'est temps, est-ce que vous voulez en commander à l'avance? De toute façon, la cave, tu la laisseras ouverte. Donc il va falloir travailler à la confiance. Je suis pas contre parce que franchement, en général, ça se passe bien. Donc je suis pas contre spécialement, mais il faut suivre l'inventaire. Après, je pars du principe que même s'il y a un vol de bouteilles de temps en temps, tu le sauras, tu pourras ouvrir litige sur les plateformes s'il faut pour aller la chercher. Ça, il faut t'y préparer aussi psychologiquement quand tu fais du Airbnb. C'est un peu les dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'on va t'abîmer les choses, on va te voler des choses de temps en temps, tu vas avoir des cuillères, des fourchettes, des coussins de canapé qui prennent des ailes, il faut s'y préparer. Moi j'ai presque envie de dire pourquoi pas pousser le mode cinéma Black Love Room, tu vois. Je pense que c'est intéressant parce que tu vas toucher les couples. Si on a une com trop frontale sur le cinéma aujourd'hui fait moins rêver les jeunes qu'à l'époque. Donc je pense pas qu'il faille communiquer sur Cinéma Room pur et dur, mais sur un mix Ciné Love Room un peu romantique, et en plus on va pouvoir aller faire du pack romantique beaucoup plus parce que c'est ta cible. Les gens qui vont venir là, tu auras peut-être des familles de temps en temps évidemment, mais tu vas avoir majoritairement, je pense à 80%, tu auras des couples. Par contre, elle va te mettre à générer des revenus. Tu la détiens en nom propre ou elle est en indivision avec ton mari? On est tous les deux dessus. Ok, donc ce qui va se passer, c'est que le chiffre d'affaires généré par ça se rajoutera sur votre relevé d'impôt perso. Ouais. On est d'accord. 50-50. Si la maison est à 50-50, toi tu prendras 50%, Eduardo prendra 50% du CA. Okay. Donc si vous faites 20 000 chacun, toi tu prends plus 10 sur ce que tu déclares à l'année, lui prend plus 10. Ça veut dire que si vous injectez de l'argent pour les travaux, ce qui va être le cas, toutes ces factures, il faudra les passer. Parce que du coup, même si c'est de l'ARP, vu qu'il y a génération de revenus de CA, bah, il y a en face de la charge, il y aura une compta. On va aborder très rapidement les perspectives d'avenir sur le point vu Invest, et je te laisserai prendre la parole sur cette partie-là, Jordan. Va être un facteur très important pour toi, parce que tu as un métier qui est très prenant, tu es entrepreneur indirectement parce que tu as ton compte. Tu m'avais dit aussi, lorsqu'on avait fait le petit point, que tu envisageais peut-être de faire encore plus gros, c'était un cabinet un peu de santé que tu voulais faire, etc., un pôle santé. Donc j'imagine que ça, c'est de la charge mentale, c'est du boulot, etc. Si en plus tu dois gérer ses travaux, si tu dois gérer les autres, etc., si tu mets une maison à vendre, si en plus, là, Jordan va ouvrir la partie recherche du prochain projet, t'as que 24 heures, quoi. Après, c'est aussi pour moi de me lancer dans ces projets-là, c'est parce que j'ai envie d'avoir du temps pour moi, pour faire autre chose. Et là, je suis un peu dans le gouffre de mon travail qui me demande trop de temps parce que c'est sans fin. C'est la demande, et j'ai envie de trouver une solution pour diminuer ça aussi par quelque chose qui me plaît aussi. Donc, non mais ça, tu vas voir que le ménage, c'est pas si plaisant. Non, ça va. Il faut le faire, je l'ai fait pendant plusieurs mois quand j'ai commencé. C'est important comme ça te permet de te rendre compte la cadence, les problématiques qui reviennent dans les courtes durées, parce que c'est des problématiques qui sont quand même particulières, des petites choses, mais après il faut vite déléguer, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas très stimulant non plus. Je peux pas dire souvent tu peux trouver des dingueries, ça arrive, même si franchement ça arrive pas souvent. Tu vois, nous on a fêté un peu plus de 15 000 réservations, franchement des gros problèmes, ça a dû nous arriver, ça se compte sur les doigts d'une main. Et quand je dis gros problèmes, c'est des soirées qui n'ont pas été déclarées, donc t'as de l'alcool partout sur le sol, etc. Des choses vraiment cassées, des gros dégâts, je touche pas du bois là, mais je touche du marbre, mais
Ça nous est jamais arrivé. Ça peut arriver, on n'est pas à l'abri, mais les assurances, tout ce qui est air cover, etc., tu vois, si tu mets un peu de matériel, un petit peu de qualité, que c'est cassé, franchement, ça marche vraiment super bien sur Airbnb, air cover, etc. Ça marche vraiment bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Comment tu vois la suite? Qu'est-ce qui te drive? Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu as envie d'aller dorénavant? Déjà, les futurs investissements, j'aimerais bien faire à côté de chez moi, à Laval ou aux alentours. Ça, c'est important pour moi par rapport justement au temps que j'ai, parce que j'ai pas d'investissement dans mon secteur. Et en même temps, je pense que Laval, c'est une ville attractive. J'avais imaginé aussi Vitré ou Fougères, c'est pas loin, c'est assez attractif. Et du coup, j'ai plutôt envie de me diversifier. Et jusque-là, j'ai acheté des biens qui étaient tout neufs, où il n'y avait rien à faire. Là, j'ai envie d'avoir la partie où c'est moi qui donne les idées, où je fais un petit peu la conception, où je gère un petit peu les travaux. Ça me donne envie de tester ça, ce que j'ai pas fait jusqu'ici. Et puis aussi, donc plutôt en location courte durée. Et le côté atypique, moi, ça me plaît vachement parce que j'ai toujours 1000 idées dans la tête à la minute, donc ça me fait pas peur ce côté-là. Sur le secteur, effectivement, ça c'est pour moi, il n'y a pas forcément de gros débat. Peu importe le type de projet qu'on va faire, je pense qu'il faut qu'on reste sur le secteur de Laval. Okay. C'est une ville qui est dynamique, c'est une ville qui est encore abordable financièrement. C'est une ville où on se projette très facilement sur de la location courte durée, sur la performance, sur ce type de produit, il n'y aura aucun souci. Et après, par rapport à la typologie du projet, effectivement, je pense qu'on peut dorénavant viser des choses plus grosses. Tu as accumulé quand même de l'expérience, tu n'es pas novice, donc tu as les épaules pour gérer des projets plus gros. Quand je dis des projets plus gros, on n'est pas là pour acheter des trucs assez tuilos, hein, mais je pense que si on part sur des projets un petit peu, des projets d'immeubles, des projets de maison, des projets dans lesquels on va peut-être aller créer des appartements 2, 3, 4, on reste, tu vois, un peu open sur le marché, mais on a les épaules, je pense, pour aller sur ce type de projet, où ça va aussi aller dans le sens où tu aimes bien un peu concevoir les choses et tout. Donc plus on ira sur ce type de projet, et j'ai envie de dire, plus on ira sur ce type de projet, où c'est dans son jus, où il y a du travaux, où c'est old school, où on va aller un petit peu tout refaire dedans, aller valoriser tout ça, mieux ça sera pour nous, hein. On va pas rentrer dans tous les détails, mais les avantages des travaux, mais les avantages sont énormes après au niveau fiscalisation, enfin sur plein de thématiques. Et après là-dedans, on aura le choix de se dire, ok, sur mes 3-4 lots, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars sur du full atypique? Est-ce que je regarde quelques-uns que je mets en atypique pour aller jouer justement sur le côté travailleur, si je veux cibler un peu mes travailleurs? Et je pense que le point commun quand même qui doit nous driver sur la typologie du bien, c'est quelque chose où on peut s'offrir peut-être en monopropriété, avec du lot dedans. On ferme pas la porte sur la quantité, mais il faut qu'on ait un peu plus de lot, tu vois, à notre disposition. Ouais, clairement, il faut partir sur de l'immeuble, une maison divisée en immeuble, mais il faut partir sur ça. Okay. Tu as donné en appart, tu as l'expérience, tu sais ce que c'est un prêt, tu sais aller voir une banque, tu sais aller voir le notaire. Voilà, peu importe les résultats que ça donne, tu as au moins cette expérience terrain, tu as l'envie, tu as les épaules, tu as la capacité financière d'aller élever du petit immeuble, surtout qu'on a l'avantage d'être dans des premiers carrés qui sont bas, sur Laval, voilà, c'est pas Paris quoi. Donc on a largement moyen de faire ça, ça va te permettre d'accélérer beaucoup plus. C'est juste l'expérience de location courte durée, je l'ai pas, donc on en avait discuté avec Jordan, ça me faisait peut-être peur d'avoir un immeuble sur ça, parce que ça faisait beaucoup d'un coup. Cette vision elle est normale, mais il faut passer outre, c'est-à-dire que finalement si tu te retrouves avec un petit immeuble de 3 appartes, ça sera guère plus compliqué à gérer. Le plus dur c'est d'avoir les process, de savoir comment faire, mais il y a quand même cette notion effectivement, quand on part sur la location courte durée, on est ok avec le fait que ça soit effectivement pas de la location longue durée. C'est pas aussi simple que la location longue durée, ça demande un petit peu plus d'organisation, un petit peu plus de charge mentale, on va avoir potentiellement du personnel à gérer. Donc ça demande quand même une implication qui est pas la même. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, sur le temps à octroyer quand même au projet de manière générale et tout, parce que le process est un petit peu plus lourd, tu vois, forcément que quelque chose qui est ultra passif de la location longue durée. C'est aussi pour ça qu'on peut générer des chiffres qui sont bien plus importants, hein. De toute façon ça va avec. Mais voilà, il y a ça à avoir en tête quand même, il y a une petite orga à avoir quand même sur ce type de projet. Non mais il faudra foncer là-dessus, moi je pense qu'il faut foncer là-dessus. Et puis ensuite, c'est tirer des plans sur la comète, on voit ce qu'on trouve, on voit ce que le marché nous offre, on voit ce qu'il y a comme forme, ce qu'il y a à faire, et puis après on s'adapte et feu là-dessus. Il y aura un autre point de réflexion aussi à avoir en temps voulu, ça va être encore une fois, mais c'est fondamental chez toi, mais ça y est chez tout le monde, c'est la fiscalité. Est-ce qu'il va pas falloir monter une société, une SCI ou des choses comme ça pour celui-là, même si tu veux l'acheter solo, t'as pas encore de holding je crois. Je pense qu'il va falloir faire une session de travail sur cette fiscalité, cette holding à mettre potentiellement en place, parce que acheter un bien comme ça en nom propre, même si on a du travail qu'on ramène à zéro, le jour où tu ramènes pas à zéro, ça repasse à ta TMI, donc je te fais pas le calcul, c'est pas forcément intéressant. Donc je pense qu'on refera un point, là ça fait déjà pas mal à digérer, on a déjà des actions à mettre en place, entre aller voir pour mettre cette maison en vente, commencer à bosser un petit peu sur les plans, si t'as ton archi justement, t'attendais le feu vert, je pense qu'on peut commencer à bosser là-dessus, on va travailler avec toi bien sûr sur les plans, évidemment on pourra faire des retours ensemble, tu nous montreras ça,
On donnera nos idées, on n'a pas tout abordé aujourd'hui, mais plein de petites choses à faire pour que ça performe. Donc on va le faire ça ensemble. Ok. La maison, on regarde ça aussi ensemble pour la mettre en vente. Ensuite, on va regarder un petit peu l'optimisation fiscale qu'on peut faire, parce que si demain tu repars à l'investissement propre, moi ça me fait peur. Surtout, on abordera aussi le futur projet que tu vas faire de pôle santé, parce que c'est sûr que tu vas certainement faire en entreprise celui-là. Ça sera en SCI. Ça sera essayé, ouais. Avec chacun des parts en fonction de la surface de nos bureaux et avec un pack d'associés. Avec un pack solide. d'associés, ouais, bien sûr. Ok. Faudra méditer là-dessus. En tout cas, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on ouvre. Alors, il n'est pas signé le prochain immeuble, mais il faut qu'on l'ouvre pour celui-là parce que moi, le nom propre me fait un peu peur quand même. Ok. Entre guillemets. Donc à méditer, on va regarder ça, mais on se fera une session spéciale sur ta fisca par rapport à ça, c'est certain. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce bilan? Oui, bien sûr, je voulais d'abord remercier Steven et Jordan de m'avoir invité pour ce premier bilan aujourd'hui. J'ai été honoré d'avoir inauguré ce nouveau format. Je repars vraiment boosté avec plein d'idées. Suite aux échanges qu'on a eus aujourd'hui, on a pu partager chacun nos idées, donc je suis vraiment content, ça fait avancer les choses pour les projets pour l'avenir. Est-ce que ça t'a donné de nouvelles perspectives pour l'avenir? Oui, j'y vois du coup beaucoup plus clair sur l'avenir pour les futures directives pour les projets, avec plusieurs étapes sur l'investissement, la résidence principale et puis l'optimisation de mon parc immobilier actuel. Donc il faut se mettre au travail désormais. Est-ce que tu peux me faire un petit débrief de cette rencontre? Eh ben écoute Florian, je suis content de ce bilan parce que souvent ce qui me fait peur quand on accompagne nos élèves, des personnes sont quand même moins coachables que d'autres, moins à l'écoute, arrivent avec quand même leurs croyances, leurs idées bien arrêtées et des fois on a beau leur prouver par A plus B que c'est pas les bons choix, c'est difficile de les faire changer. Là l'avantage avec Florian c'est qu'il est ouvert, il est à l'écoute, il est intelligent, il sait ce qu'il a à faire, il est ok. Tu vois, on a parlé pendant ce consulting de prendre des décisions qui sont fortes, ça a un impact de vendre un bien immobilier, là on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, de s'en débarrasser, de le vendre, c'est des choses qu'il est prêt à faire. On a également abordé de faire de la location courte durée dans sa résidence principale, donc là aussi c'est des choix, c'est des sacrifices de vie, etc. Et l'avantage c'est qu'il est prêt à faire tout ça, il est connecté à la réalité. S'il veut de l'amélioration, une amélioration de sa qualité de vie, c'est un grand passionné de voyage, il nous l'avait dit en off, et qu'il a envie de voyager plus, etc. Et que finalement, même s'il avait un bon salaire, entre ses charges de sa résidence principale, tout son effort d'épargne sur ses autres investissements en Pinel, etc., finalement, à son échelle, c'est plus autant facile qu'avant, c'est pas autant qu'il le voudrait, donc il est prêt à faire tous ces sacrifices, et ça c'est intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de matière à faire, donc moi je suis content par rapport à ça. C'est que le début, là, c'était le bilan. D'ailleurs, les amis, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose dont vous sentez que vous pouvez avoir besoin de vous faire prendre par la main comme ça, là, vous avez eu un échantillon, on vous a emmené dans les coulisses un petit peu. C'est ça le but de Destination Réussite, c'est de vous emmener dans les coulisses de notre mentorat. Là, c'était la première fois, entre guillemets, qu'on travaillait avec Florian, et maintenant, on va commencer, entre guillemets, le vrai process d'accompagnement. On va rentrer en détail dans sa fiscalité, on va travailler son projet immobilier avec lui, on va lui donner toutes les réglementations, tous nos tips. Mais si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous débloquer, que vous soyez débutant, primo-accédant, que vous n'ayez jamais fait d'IMO, ou au contraire, comme Florian, vous avez un profil un petit peu plus avancé déjà de l'IMO, mais vous avez envie de passer des caps, réservez votre appel, vous allez avoir le lien dans la bio, c'est totalement gratuit. Venez parler à nos équipes, venez raconter un petit peu ce que vous avez dans la tête, vos projets, ce que vous avez envie de faire, et on vous donnera un plan d'action, on vous aidera, même si vous ne rejoignez pas, on n'a jamais mangé personne, venez discuter avec nous, vous repartirez forcément avec de la valeur, c'est totalement gratuit, donc le lien est dans la bio, et puis comme Florian, tout est ouvert. Sur ce les amis, c'était le premier épisode de Destination Réussite, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de vous immerger. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à vous abonner, ça nous donne la force pour continuer et vous montrer toujours plus de transparence et de réalité, c'est la real life. Merci beaucoup les amis, ciao ciao.